Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, votre guide dans l'univers infini du numérique en constante évolution. Je suis Amadou et dans cet épisode, nous avons comme invité Hassata Diallo. Hassata est DevOps et Cloud Engineer et avec elle, nous allons voir c'est quoi le DevOps, c'est quoi le Cloud Engineering et quels sont les outils nécessaires pour devenir ingénieur DevOps ou Cloud Engineer. Alors, accrochez-vous et nous allons rejoindre Hassata. Merci Hasta, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de DevOps, on va parler de Cloud Engineering. Moi, je te connais un peu, mais certainement les auditeurs ou bien les téléspectateurs de ce podcast ne te connaissent pas et essaye un peu de te présenter, dire qui tu es, qui est Hasta, qui se cache derrière la personne de Hasta. Ok, déjà de base, mon nom c'est pas Hasta. Arrête de dire Hasta plusieurs fois, maman va me tuer. Hasta c'est cool, hein? Maman, that sounds good, you know. Donc, on va dire Hasta. I know it sounds good, but it's obviously not my name. Je suis Hassata, voilà, comme ça c'est clair, mais je me fais appeler Hasta parce que c'est plus court. Et j'ai eu le nom depuis le primaire, laisse tomber. Qui je suis, c'est difficile de répondre à la question là. Mais bon, on est là dans un terme technique. Je travaille actuellement en tant que Cloud Engineer / DevOps Engineer. J'ai fait mes études en Guinée. On a fait l'université ensemble, si tu te rappelles. Peut-être que tu as oublié. J'ai oublié. Tu as oublié, ok. De base, j'ai fait des études, j'ai fait SE de base à Sainte-Marie parce que voilà, je voulais échapper au fait qu'on faisait tous mathématiques dans ma famille et que je voulais être médecin. Ça n'a pas marché. Mais bon, je ne le regrette pas trop. J'ai commencé à étudier à Gamal, en biologie, microbiologie, un truc comme ça. Et après, mon oncle m'a attiré vers l'informatique et les maths. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire maths informatique appliquée à la gestion d'entreprise, la filière qu'on a faite ensemble. Et ce qui a conduit à l'Allemagne. J'ai fait quoi en Allemagne? J'ai aussi fait assez de filières en Allemagne parce que quand je suis venue, j'essayais de trouver la filière qui équivalait à maths informatique, ce qu'on avait fait. Mais l'université dans laquelle j'étais, la filière équivalente en Allemagne, c'est Wirtschaftsinformatik. Et l'université dans laquelle j'étais, il n'y en avait pas malheureusement. Donc j'ai essayé de faire certaines filières comme BDL et tout. Mais le côté informatique me manquait. Donc après quelques temps, j'ai décidé de faire informatique, informatique pure et dure parce que c'est ce qui était là-bas et je ne voulais pas changer de ville ou changer d'université. Et donc j'ai fait informatique. Et après ça, j'ai commencé à travailler côté études. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait. Ok, très intéressant le parcours. Et quel était le gap entre les études de MIAGE en Guinée et les études d'informatique à la RWTH? Parce que moi, quand même, par exemple, on a fait la même filière en Guinée et je sais que quand je suis venu ici, bien que c'était MIAGE en Guinée, au fait, MIAGE, c'est pas tellement de l'informatique pure et dure, il y a de l'économie dedans. Mais je me suis vu ici, je pouvais même pas dire que j'avais un diplôme en informatique, puisque en programmation, par exemple, après 2 ou 3 cours, on voit tout ce que tu vois pendant les 2 premières années, au fait, en Guinée. Et quel était le cas chez toi? Je pense que j'ai aussi eu cette idée-là quand je suis venue. J'ai aussi eu l'impression que je n'avais pas un diplôme d'informatique. Et c'est vrai, on n'avait pas un diplôme d'informatique. C'était du MIAGE. C'était comme le chef informatique ici. C'était un mélange entre gestion d'entreprise, économie, business et IT. Donc c'était ce petit pôle-là entre les deux. Parce que tu vois, dans l'IT, disons qu'avant, il y a des années, IT était considéré comme un domaine technique pur et dur, quoi, tu vois, il n'était pas si intégré dans les entreprises. Maintenant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IT pour faire beaucoup de choses, ils dépendent sincèrement de ce tool-là, soit pour être concurrent sur le marché et tout. Donc, on a compris que c'est ces deux filières qu'on devrait concaténer ensemble. Moi, quand je suis venue, j'ai pensé aussi qu'il fallait que je fasse technique. Mais après, je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, il n'y a pas que la technique. Il y a, et j'ai aimé le fait que ce que je fais en IT, ce que j'essaie de comprendre dans le domaine, que je pouvais aussi voir disons des exemples pratiques.
qui se reflétaient vraiment dans une entreprise et je savais vraiment de quel côté je veux aller, quoi, parce qu'il y a la programmation, c'est vrai, et il y en a qui sont plus techniques comme toi. Et il y en a aussi qui se disent, ouais, programmation, flemme, quoi, tu vois. Comme moi, je voulais pas vraiment passer ma vie à programmer. Donc, j'ai essayé de trouver un peu un mélange. Ouais. C'est Même bien si puisque... Continue. Désolé de t'avoir Non, même si interrompu. j'ai fini par le technique après, mais j'avais déjà la base du mélange et donc je savais vers quoi m'orienter. Parce que en Allemagne, quand tu fais informatique, tu ne fais pas juste informatique aussi. Tu as la possibilité de faire informatique angewendet, donc il y a des Anwendungsfächer et tu as la possibilité de choisir une orientation pour appliquer, tu vois, c'est appliqué à la médecine, c'est appliqué à l'électro-ingénierie, Maschinenbau et philosophie même. Il y a plein d'applications. Moi, j'ai choisi business. Moi, je savais que quand tu as commencé à faire, c'était de l'économie, je pense. Moi, je savais que tu allais revenir vers l'IT. Tu me disais ça tout le temps. mais en ce moment, bon, tu voulais pas l'entendre, mais... Tu dis, ma petite, faut courir, tu vas revenir. Continue à fuir. Ok, c'est très intéressant puisque tu as dit par exemple que c'est possible d'évoluer dans le domaine de l'IT sans aller dans la technique pure et dure. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, puisque par exemple le domaine dans lequel tu évolues aujourd'hui, si on prend l'Afrique et la Guinée par exemple, je pense que c'est méconnu. Même dans les universités, on n'en parle pas. Et on va parler du DevOps. C'est quoi le DevOps? Le DevOps, pour moi, c'est une culture. C'est comme l'évolution de Waterfall et Agile. Dans le project management. C'est aussi une culture qui a évolué là où les gens à l'informatique se sont rendus compte au fait qu'ils n'ont pas à se battre tout le temps. Et aussi qu'il y avait un impact. Aujourd'hui, l'informatique, c'est pas juste pour réparer des ordinateurs, pour coder ça et là, ou bien pour aider les gens à fixer leurs printers. L'informatique, c'est devenu un tool que les entreprises utilisent vraiment pour rapporter de l'argent. Et donc, pour qu'ils soient compétitifs sur le marché, pour qu'ils soient actuels, pour que ça les aide vraiment à avancer, ils ont besoin de faire sortir les produits digitaux, s'ils revendent des produits digitaux ou des applications, ou bien une infrastructure conséquente. Ils ont besoin d'avoir ça toujours. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y ait cette continuité-là, pour qu'on ne prenne pas 5 ans, 6 ans pour développer une application? Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, on a besoin que de mois, on a besoin que de 2 semaines, par exemple. Il faudrait que les composantes de l'informatique, ils s'imbriquent. Et donc, c'est de là que c'est venu le concept de DevOps. Au lieu que le development et operation se mettent à se bagarrer tout le temps, il faut qu'il y ait une continuité entre développer les applications et les manager, développer les applications et les tester. Donc, au lieu de prendre un mois pour faire sortir une application, il faut réduire à 2 semaines, par exemple. Maintenant, quand tu parles du DevOps, il y a plusieurs concepts qui viennent. Par exemple, le concept de work management. Le work management, c'est comment tu vas commencer d'abord à prioriser ce que tu vas faire, à trouver les dependencies, à manager les risques. C'est-à-dire, à côté du développement de l'application aussi, on sait que, vu qu'on travaille dans le domaine de l'IT, c'est pas simplement, quand même quand tu développes l'application, il y a le maintenance aussi à côté. Tout le monde ne peut pas se concentrer sur le développement de l'application. On a aussi, il y a l'entreprise qui doit fonctionner, il y a les gens qui vont s'occuper du support, il y a les gens qui vont s'occuper de changer des ordinateurs et tout. Et donc, pour que tout ce complexe-là travaille ensemble, en harmonie, et que vous vous concentrez sur l'objectif, sur le plus grand objectif, c'est-à-dire faire de l'argent, vous sortir dans l'entreprise, ils ont besoin d'un concept qui leur permet de travailler. On a le deuxième concept du développement du DevOps, c'est automatisation du toil. Le toil, c'est tout ce qui est manuel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est récurrent, que tu fais tout le temps. Et même dans la vie réelle, on a beaucoup d'exemples de ça. Par exemple, tous les jours, si toi, tu pars au boulot, quand tu te réveilles, si par exemple, tu pars avec les transports en commun, tu dois checker ton bus, tu dois checker ton train, à quel moment il est. Maintenant, c'est devenu tellement manuel. Si tu fais ça 5 fois par semaine, ton cerveau, il ne calcule plus. C'est quelque chose qu'il fait instantanément. C'est des petits trucs que tu peux automatiser. Par exemple, avec Apple maintenant, tu as des shortcuts et tout, tu mets ton application dedans, tu essaies d'automatiser ça. Là, tu as un petit bouton. Au lieu que tu rentres dans l'application, tu tapes tes arrêts et tu commences à chercher. Là, c'est quelque chose que tu peux faire en un clic.
Maintenant, il y a cette automatisation-là aussi dans le concept maintenant du développement, c'est-à-dire que maintenant qu'ils peuvent automatiser tous ces petits manuels, c'est-à-dire commencer à écrire le code, faire les unit testing là pour savoir si ton code vraiment il va fonctionner ou bien checker les erreurs et tout. Ils peuvent faire ça manuellement maintenant. Maintenant, il y a aussi le fait de regarder une application ou le produit que tu es en train de faire, pas dans un super gros bloc comme ça, mais en fait dans comme un distributed system. C'est-à-dire c'est des services qui travaillent ensemble, tu as des bases de données, tu as un front-end, tu as un back-end, tu as la communication entre ces services-là. Donc au lieu d'attendre que tous ces services-là soient là pour que tu les testes, tu peux les diviser en microservices, tu peux les diviser en services qui peuvent être testables ou quelque chose que tu peux déjà tester pour savoir oui si ça fonctionne, si ça va fonctionner un jour, un truc comme ça. Donc tu cherches à diviser par rapport au projet que tu es en train de faire, par rapport à l'application ou le produit digital que tu es en train de faire, tu cherches à diviser à des projets, des petits services testables. Maintenant, à côté de tout ça aussi, tu as le version management. Tu as comment, parce que quand il y a une team, c'est pas simplement une seule personne, deux personnes. Il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur un code. Il y a plusieurs personnes qui vont collaborer ensemble. Maintenant, tu as les outils de collaboration là. Par exemple, Git, là où chacun a son repository, chacun peut écrire son code. Tu n'es pas appendage des autres et tout, pour que chacun puisse travailler librement. Maintenant, tu as aussi un truc très, très bien que... attends. Voilà. Sorry. Il y a un dernier concept du DevOps qu'on appelle blameless postmortem. Disons que au lieu de chercher, par exemple, l'erreur est humaine, on est tous des humains, les gens qui créent les applications, qui créent les systèmes informatiques, ils ne sont pas différents de l'humain per se, et donc on va faire des erreurs. Donc à la fin d'un projet, ou bien quand il y a une petite erreur, quelque chose n'a pas marché, au lieu de s'asseoir, perdre des heures à se dire à qui la faute, il faut laisser tomber ça. Il faut chercher à savoir comment fixer, comment continuer. Et donc, à travers ces concepts-là, il y a une panoplie d'outils qui permettent aux entreprises d'utiliser cette culture de DevOps-là pour mieux fonctionner, pour mieux collaborer et pour faire sortir des applications de features très, très vite sur le marché. Ok. Maintenant, pour... moi, par exemple, je suis développeur et chez nous aussi, on a des DevOps ingénieurs, en fait. Et pour faire simple, pour les gens qui veulent aller vers le DevOps, en fait, si je te comprends, le DevOps, c'est un complément, en fait, de la partie développement, de la partie application. Parce que chez nous, par exemple, on a les gens qui gèrent la partie application. On fait l'architecture de l'application, on programme l'application. Et maintenant, on utilise Git pour le contrôle des versions. Et maintenant, quand par exemple, moi en tant qu'ingénieur, je finis un nouveau feature, je ne sais pas comment on appelle feature en français, je push en fait mon code sur Git. Et maintenant, il y a des gens qui se chargent du DevOps qui vont automatiser la pipeline. C'est ce qu'on appelle une Git pipeline, et c'est cette Git pipeline qui va exécuter, qui va faire un build, qui va faire, comment je vais dire ça en français, compiler mon application, maintenant tester l'application, et si ça fonctionne, faire tous les genres de tests, l'intégration, tout et tout. Et maintenant, en fin de compte, si on veut par exemple faire même du déploiement, c'est la Git pipeline qui va faire le déploiement de l'application et pour la production en fait. Et maintenant, les gens qui sont dans la production, qui veulent utiliser maintenant le déploiement que j'ai eu à faire, le release en fait, ils auront accès au release dans un Artifactory dans le cloud en fait. Et donc vous gérez la partie automatisation du pipeline, vous faites en fait le travail du développeur plus facile, puisque lui, il s'occupe juste d'écrire le code, tester sur sa machine, et maintenant il envoie sur Git. Maintenant tout le reste là, c'est vous faites l'automatisation en fait. C'est un peu ça. On fait cette automatisation-là, on fait en sorte que le code que tu as écrit, qu'il soit testé plus rapidement. Par exemple, là, ce que tu as décrit, la pipeline, elle va checker ton code, faire des unit testing et tout ça. Maintenant, on va tester ça dans un environnement. Tu disais par exemple, reprends au niveau de par exemple.
Je dis par exemple, ta pipeline là, elle va aller, elle va checker ton code, elle va faire le unit testing et tout. Maintenant, on va déployer ce code là dans un environnement là où il y a les dependencies du code que tu as créé. Et ça là vient les containers, les virtual machines. Tu n'as pas besoin d'attendre un truc physique qui soit là. C'est testé très facilement. On peut revenir vers toi la semaine qui peut dire OK, ton code a été testé, ça a marché ou ça n'a pas marché. Et aussi, il y a une chose qu'on fait aussi qui est très bien. On a ce feedback-là aussi, soit des users, les end-users. Là, tu as toujours un PO qui représente les end-users, ou bien si tu fais ça pour une entreprise, il y a toujours un mec qui représente l'entreprise qui est là. On peut aller vers lui, on peut lui montrer le code que tu as écrit très vite. On dit voilà, on l'a testé, voilà comment il se comporte. Est-ce que ça vous va, tu vois? Et donc, vu que on connaît les clients, ok, ils changent d'avis tous les jours. Ils peuvent dire, ok, ouais, ça c'est bien, ou bien, oui, j'ai pensé à ça, mais voilà, j'aime pas trop la couleur, j'aime pas trop comment ça se comporte, est-ce que vous pouvez améliorer? Et donc, il y a tellement ces code feedback loops là, et que on peut revenir vers toi en tant que développeur. On te dit que le client n'a pas vraiment aimé ça, et tu peux changer très vite, quoi. On n'a pas besoin d'attendre à 2 semaines, à 1 semaine de la production pour se dire, ok, il y a un truc. Parce que quand tu fais des changements à early age of development, c'est mieux que faire ça après 2 semaines. C'est vraiment de l'argent ou des ressources qui sont mal gérées. Donc, si par exemple, en tant que DevOps ingénieur, je me dis que le boulot n'est pas trop stressant parce que si tu fais ton travail bien, l'automatisation, si tu le fais très bien, tu peux passer des jours, au fait, sans avoir des moments stressants, je me dis. Chez nous, par exemple, c'est quand une pipeline ne fonctionne pas. Par exemple, j'envoie mon code chez Git et la pipeline ne fonctionne pas. Il y a un node Kubernetes, ou comment vous appelez ça, qui est house, qui ne fonctionne pas. C'est là ils ont du stress, en fait, puisque les DevOps ingénieurs, ils doivent essayer de trouver la solution rapidement pour que mon code puisse marcher, quoi. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée typique d'un DevOps ingénieur? Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais en tant que DevOps ingénieur? Ok. Avant de commencer ça, je vais rebondir sur le fait que tu dis que ce n'est pas stressant. C'est très stressant parce que quand tu es développeur, tu t'occupes vraiment d'écrire ton code. Mais quand tu es DevOps ingénieur, tu es vraiment le pont. Et chaque projet, il est différent. Tu n'as pas une pipeline que tu vas écrire. Par exemple, je peux écrire une pipeline pour ton code, je peux écrire une pipeline pour tester ton code, une pipeline pour déployer ton code, parce que c'est pas une seule automatisation, il y a des centaines de pipelines. Et aussi, tu dois faire du monitoring. Tu dois être toujours en alerte, tu dois créer des logs, tu dois créer des metrics. Par exemple, le DevOps aussi, c'est différent de l'entreprise. Non, c'est différent des domaines parce que si tu as le cloud engineering, le DevOps qu'on fait, c'est différent d'une entreprise typique traditionnelle, software engineering. Là aussi, les DevOps, ils ont d'autres tâches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type de tâche. Les tâches ne sont pas, c'est pas concret, quoi. C'est pour cela, les DevOps, quand tu regardes par exemple les gens qui écrivent les jobs pour les DevOps là, ça varie souvent d'entreprise à entreprise, ça varie. Il y a des gens qui ont des requirements qui peuvent être différents d'autres requirements. Et quand tu es dans le milieu de DevOps, ce que j'aime dans le milieu là, c'est que tu es toujours en train d'apprendre en fait. Tu es toujours en train d'apprendre. Parce que le tool que tu vas utiliser pour cette entreprise, ça peut ne pas marcher pour autre entreprise, ou ça peut varier de projet. Donc, tu es toujours en train de voir, d'innover ou d'utiliser quelque chose d'autre qui peut mieux marcher. Maintenant, ma journée en tant que DevOps / Cloud Engineer, parce que tu oublies souvent que je suis Cloud Engineer aussi. Au fait, essaye de préciser, puisque moi je me dis, puisque tout ce qui se trouve dans DevOps là, en fait, les pipelines là, les infrastructures là, tous, c'est dans le cloud, en fait. Maintenant, il faut essayer de départager les trucs, puisque je ne suis pas dans le domaine et moi je mélange tout. Le cloud engineer, c'est un autre aspect, c'est un autre tool. Ça dépend, ok? Moi, je fais les deux parce que je suis dans une entreprise là où on n'a pas de projet interne, on a des projets externes. C'est-à-dire, on a une rangée de clients qui, par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils veulent faire,
tu portes plusieurs casquettes, tu vois. Parfois, je suis solution architect, tu vois. Parfois, je dis simplement, voilà, par rapport à votre use case, voici la solution que je vous propose dans le cloud. GCP, je suis spécialiste à Google Cloud. Et parfois, je dis, OK, là, vous avez la solution, vous voulez l'implémenter. Et donc là, je suis cloud engineer, j'implémente la solution. Voilà, parfois c'est du DevOps. Oh, ok, vous voulez automatiser ça, vous voulez faire du monitoring comme ça et vous vous demandez comment faire. Là, je suis DevOps engineer. Maintenant, une journée typique chez moi, disons, ça va dépendre des lieux. Si par exemple, je travaille à la maison, là, c'est me lever le matin et faire mes dailies. Comme tu sais, dans l'IT, tu as toujours les stand-ups. J'ai deux types de stand-ups, ou trois parfois, ça dépend de combien de projets j'ai pour le moment. J'ai le stand-ups de mon entreprise interne, là où avec mon manager, le groupe, on va review nos projets sur Asana ou sur Jira et on va voir qu'est-ce qu'on a à faire, on va se partager les tâches. Ou bien le manager va juste checker que tu es à jour avec tes tâches. Et il va te demander si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de quelque chose, il va t'aider. Maintenant, deuxième meeting, souvent à 10h avec mes clients, je commence toujours à 10h nos check-up, nos dailies, comme ça j'ai fini à 9h avec mon entreprise mère. Et là aussi, on va rentrer, on va voir ce qui se passe, quels sont les tickets, où on en est, tu vois. Là, tu auras le PO, le product owner, tu auras le delivery lead, tu auras l'architecte, tu auras parfois le project manager qui est dedans et nous les ingénieurs. Et donc, ils vont faire, les lundis, généralement, ils sont tous dedans, ils vont faire un overview de ce qu'on a à faire là où on est et par rapport aux autres teams aussi, comment on se positionne, quoi, tu vois. Maintenant, si j'ai un troisième client, lui, ce sera à partir de 11h parce que j'ai besoin d'une heure maintenant pour commencer à set up tout ce que j'ai à faire, checker mes emails, faire aussi ma petite liste des tâches à faire pour la journée et continuer, quoi, tu vois. Maintenant, et là, après mes meetings le matin, généralement, si je n'ai pas de meeting pendant la journée, ce qui est rare, ça, c'est quand j'ai, par exemple, parce qu'il y a des clients, ils veulent que tu implémentes leur solution devant leurs yeux, tu vois. Certains, si j'ai ça, je suis devant eux. Tu vois, donc vous êtes dans un meeting, ils invitent tout le monde et ils veulent aussi voir parce que certains veulent apprendre ce que je suis en train de faire pour ne pas que... Par exemple, pour hire une entreprise externe, c'est cher. Et donc souvent, il y a leur team, leur IT team dedans aussi qui va te regarder pour voir ce que tu es en train de faire et ils vont apprendre en même temps. Maintenant, si je suis au boulot, là, c'est pas trop différent de la maison, mais là, je me lève, je pars au boulot comme normalement. Et là aussi, j'ai mes meetings et après, je commence à travailler avec mes collègues. Souvent, les meetings, la différence, c'est que là, on aura des meetings sur place, voilà, dans des salles et tout. Maintenant, il y a une troisième journée que j'ai, ça, c'est quand je suis chez le client, parce que parfois, je suis chez le client. Donc, souvent, je suis à Berlin et... là, c'est toute la journée, c'est les meetings. On a déjà le premier meeting là où on a tout le monde, on a le CEO, le CTO, tout le monde est là. On fait un gros overview du projet, de ce qu'on veut faire à la fin, de ce qu'on veut obtenir. Et après, on part dans des breakout sessions avec le team, on fait capacity planning, on regarde le produit, on le break down en features et on fait un cycle. Tu vois, on se dit, OK, notre sprint c'est 2 semaines, notre sprint c'est 1 semaine, tu vois. Et on regarde par rapport à nous, comment on serait là pour le mois. Et on set les deadlines. Maintenant, on regarde aussi dans ce capacity planning-là, dans ce planning avec le team, tu regardes quelles sont les dependencies avec les autres teams. Parce que vous travaillez en groupe et tout. Et donc, si vous avez des dependencies, vous avez des risques, vous quittez ces breakout sections-là, vous invitez l'autre teams, vous venez ensemble. Là aussi, c'est un autre meeting, là où vous disputez toute la journée pour savoir, OK, comment résoudre les dependencies là et tout. Et là, vous quittez là-bas, vous partez à risk planning. Ok, bon, au fait, pour quelqu'un qui est déjà dans le domaine de l'informatique, un développeur, il peut comprendre ce que tu es en train de dire, mais je me dis que pour quelqu'un qui est débutant, tu parles de Scrum, tu parles de dependencies, tu parles de beaucoup de choses qui sont un peu étranges pour un débutant et il y a des termes en anglais. Bon,
Et ça, on ne peut pas s'empêcher en tant qu'informaticien. En fait, on est obligé d'utiliser des termes en anglais. L'informatique, c'est l'anglais, en fait. Mais pour rendre simple, par exemple. Attends, je vais simplifier. En fait, dans un groupe de projets informatiques, généralement, il y a l'ingénieur, il y a les développeurs et il y a le PO, le Product Owner. Ça, c'est la personne qui représente les users, les gens qui vont utiliser le produit que tu es en train de créer. Ou la personne qui représente le client. Lui, il a sa version client. Il sait ce que le client veut, il sait ce que le client veut obtenir à la fin. Donc ça c'est la représentation. Tu as le project manager, le mec qui va gérer le projet, qui va vous demander les deadlines, c'est tout. Souvent, tu as un Scrum Master, c'est pas nécessaire, mais souvent, il y en a aussi qui va venir motiver la team. Le Scrum Master, lui, c'est le soutien pour les développeurs, c'est le soutien pour les ingénieurs. Il va venir, il va checker vos deadlines, il va checker ce que tu es en train de faire. Il va venir vers toi ou tu vas aller vers lui si tu as des problèmes. C'est le mec, en fait, il est bien, il a un general overview sur la situation. Il sait aussi ce que vous êtes en train de créer et il peut t'aider à te débloquer parfois ou bien il peut te donner plus de temps. Voilà, il va parler avec le PO et tout. Maintenant, tu as le delivery lead. C'est le mec qui est là, qui veut, lui, son but, c'est de délivrer le produit. Et donc, il est là, il check avec toi, ils te disent, OK, tu as un sprint de 2 semaines. Est-ce que tu penses que tu pourras délivrer cette feature-là dans les 2 semaines-là? Et si tu dis oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire, quel que soit, s'il y a un retard, s'il vous ne pouvez pas délivrer, c'est lui qui doit aller dire ça au CTO, le mec qui est, voilà, qui est au-dessus de tout le monde. Il va dire, OK, nous, notre team ne pouvait pas délivrer ça. Maintenant, comment on fait? Parce que quand on planifie, il y a toujours des pourfages. On planifie toujours plus de temps pour que, voilà, il y a des trucs qui peuvent arriver, les gens peuvent tomber malades et tout. Et donc, il y a ce mec-là aussi, ça c'est le delivery lead. Il y a l'architecte. L'architecte, c'est le mec qui va design la solution. En fait, vous voulez faire une application, c'est le mec qui va dire, OK, l'application doit se faire comme ci et comme ça, et tout, blablabla. Lui, c'est l'architecte, c'est lui qui a la grosse solution devant les yeux. Souvent, il vient avec ses gros plans de Miro là et tout, et lui, il est dedans. Voilà, techniquement, c'est ça. Ouais. Disons, je suis débutant ou bien je change de carrière. Par exemple, je suis dans un domaine, j'ai fait mes études et je veux essayer de devenir cloud engineer, DevOps engineer, parce que je veux pas passer ma vie devant un ordinateur à coder tout le temps, quoi. Donc, comme dans le DevOps, il y a moins de code. Maintenant, je veux transitionner vers le DevOps, vers le cloud engineering. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et où trouver les différents tools, où trouver des cours pour apprendre les différentes choses dont j'ai besoin pour devenir cloud engineer ou DevOps engineer? Ouais, pour ça, il y a beaucoup de ressources en ligne. Il y a des sites qui offrent des formations comme ça, des sites aussi qui offrent des formations plus des certifications. Et, par exemple, si on prend le domaine du cloud, on a les 3 hyperscalers, on a Google, Amazon et Microsoft, et ils offrent des cours et des certifications sur leur site web. Ils offrent toute la formation. Parfois, si tu es par exemple dans une entreprise et que tu veux te spécialiser dedans, tu peux aller vers ton entreprise, tu fais ton cas, tu dis OK, c'est quelque chose qui va nous aider et tout. Et l'entreprise même peut payer pour que tu te certifies, quoi. Et donc, en faisant ces certifications-là, voilà, tu apprends beaucoup sur leur site et tout. Sinon, tu peux aller sur Coursera. Coursera, c'est vaste. Ça a tellement de cours. Et Coursera a des cours pour ça, les 3, parce que là aussi, si je ne me trompe pas. Mais je sais que Google, les cours sur Coursera sont les cours de Google, par exemple Google Cloud, parce que c'est ça ma spécialité. Les cours là-bas sont à peu près les mêmes que Google Cloud a sur leur site. Donc, c'est très basique. Tu peux aller là-bas et apprendre beaucoup. Maintenant, quand on parle du DevOps, c'est autre chose. Le DevOps, c'est que soit tu apprends ça au cours de ta vie, soit tu commences et puis tu vas build sur la base que tu as déjà. Et quand tu es déjà en train de travailler en tant qu'informaticien, d'ailleurs, dans une entreprise, c'est très facile de commencer du DevOps parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas vraiment un titre ou c'est pas vraiment un titre avec une liste de tools ou de cours que tu dois faire. C'est spécialisé sur l'entreprise. Ça dépend de ce dont l'entreprise a besoin.
Tu peux dire, OK, j'ai commencé à me renseigner sur le DevOps, il y a des cours sur YouTube, il y a des cours aussi sur Coursera. Comme je l'ai dit, il y a IBM aussi qui a des cours sur DevOps et Software Engineering sur Coursera, là où ils expliquent les bases du DevOps, c'est quoi le DevOps, comment ça s'imbrique avec le Software Engineering pour eux, parce que c'est leur spécialité. Il y a aussi un site américain qui fait des cours de DevOps, et il s'appelle Code Cloud. Mais il est payant. J'ai fait aussi des cours là-bas. Voilà, je ne suis pas encore experte, je suis en train de commencer aussi ma carrière. Je n'ai que une année ou plus, on en est quelques mois dedans. Et donc, je suis toujours moi aussi en train d'apprendre. À part ça, à travers ce qu'on me dit à l'entreprise, par exemple, ce dont on a besoin pour travailler, des tools comme Jenkins, Grafana et tout, j'y vais sur leur site, j'y vais dans la documentation, j'essaie de chercher des cours vraiment en ligne. Ces métiers-là, vu qu'ils ne sont pas enseignés à l'université de manière traditionnelle ou enseignés dans des instituts spécialisés, on apprend beaucoup en ligne. Une autre manière d'apprendre ça aussi, c'est les entreprises. Maintenant que les entreprises savent que c'est des métiers qui sont recherchés, c'est des profils qui peuvent beaucoup les apporter, ils offrent des traineeships. Maintenant, quand tu commences en tant que trainee dans l'entreprise, les premiers 6 mois, une année, ça dépend de la durée de ton trainee, ils vont vraiment t'apprendre tout. Tu n'as pas à travailler C'est sur quoi le un projet. trainee pour le francophone? Un trainee, c'est quelqu'un qui commence dans une entreprise et l'entreprise le forme. C'est-à-dire, si tu es trainee cloud engineer, l'entreprise va te former pour être cloud engineer. C'est comme une académie. Il y a les gens qui travaillent dans l'entreprise seront tes professeurs. Et donc, toute la journée, tu auras des cours aussi, surtout, ça dépend de l'entreprise qui va offrir, mais il y aura les bases, tu vas tout apprendre. Donc, sur ces 3 mois-là ou sur ces 6 mois-là, tu ne travailles pas sur des projets, tu es concentré sur l'apprentissage d'abord du métier. Et après, quand tu finis, il y a des certifications et tout, mais après, quand tu finis, on commence maintenant à t'intégrer dans les métiers, dans les projets. Tu commences à avoir un binôme ou un mentor chez qui tu vas regarder comment il travaille et tout. Ça aussi, c'est une possibilité pour commencer. Ok. Donc, si je comprends, pour quelqu'un qui veut devenir cloud engineer, tu as besoin d'une certification, d'une certification soit de Google Cloud, d'AWS ou IBM, peut-être. Oui, ça c'est... Et on peut trouver ces cours sur Coursera ou Code Cloud ou sur le net, en fait. Et maintenant, comment choisir? Pourquoi toi, tu as choisi, par exemple, Google Cloud et pas AWS? Le choix je n'ai pas per se choisi Google Cloud ou AWS parce que je suis tombée dans le cloud aussi, pas parce que j'ai longuement cherché. Quand j'ai fini l'université, en fait, je travaillais dans une entreprise qui m'avait proposé un boulot en tant qu'application manager. Tu vois, je devais poursuivre l'expansion de l'application sur toute l'entreprise et tout. Mais à l'université, il y avait, tu vois, les sessions là, les séminaires là que tu prends pour gagner 2 CP ou 4 ou pour outstop ton circus. Maintenant, on avait une session là, c'était sur les métiers de l'avenir. Il y avait du cloud computing, il y avait du data science et tout. Et tu pouvais faire des projets dedans. Moi, j'ai fait des projets dedans. Ça m'a intéressé. Maintenant, l'entreprise là où je travaille à ce temps-là, on utilisait Google Cloud. On utilisait Google Cloud déjà pour Google Workspace, leur Google Workspace là complètement. Et on pensait à utiliser Google Cloud pour d'autres trucs aussi. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Et j'ai commencé à faire des certifications depuis ce temps-là, mais pas simplement en cloud. J'ai des certifications aussi en Azure. Donc, j'ai commencé à faire des certifications dans les deux. Maintenant, quand l'entreprise à laquelle je travaille, quand ils m'ont approché, c'était pour le Google Cloud. Et je dis pourquoi pas, c'est nouveau. Et Google aussi, c'est très connu. Et ils sont aussi les premiers partenaires de Google en Allemagne. Quand je dis OK, c'est legit, c'est très connu et c'est facile à expliquer aux gens. OK. Donc, ça, c'est pour le côté tout ce que je veux ajouter là-bas, c'est que quand tu commences en tant que cloud engineer ou tu travailles dans le cloud, en fait, les trois hyperscalers, ils ont la base, c'est la même, en fait. C'est après, il y aura des changements sur comment ils appellent leurs services ou comment ils déploient les services, mais vraiment, la base, c'est la même. OK.
Ok. Et pour le DevOps, de quoi j'ai besoin pour le DevOps? Tu as parlé d'infrastructure, tu as eu à parler de localisation. Euh, Essaie d'expliquer un peu de quoi on a Ouais, besoin. pour le DevOps, comme j'ai cité un peu des tools, c'est-à-dire quand il s'agit d'automatisation, tu vois, des tools comme Jenkins, Ansible ou bien des tools qui te permettent de créer des pipelines, GitLab pipeline et tout. Quand il s'agit du monitoring, parce que tu vas en faire aussi, il y a des tools comme Prometheus, Grafana, ou bien si tu es en train de faire du DevOps appliqué avec un cloud provider, ils ont toujours des services là-bas qui s'occupent du monitoring de leur console et tout, des services qui s'y trouvent. Sinon, il y a aussi la base informatique, Git, pour version management. Et c'est bien aussi de connaître les services de virtualisation et de containerisation comme Kubernetes, Docker, les VM, c'est quoi la différence entre ces outils-là. Il faut aussi avoir un general understanding des programmations, les langages de programmation, pas les connaître en deep, mais c'est bien en fait de savoir par rapport au langage de programmation, qu'est-ce qu'il a besoin, parce que quand tu veux assister les développeurs et assister les gens qui font l'opération, tu dois un peu comprendre comment ils développent, tu dois un peu comprendre ce qu'ils sont en train de faire pour que tu puisses choisir l'outil nécessaire, l'outil qui va leur permettre de tester ce qu'ils ont créé, ou bien l'outil qui va permettre d'automatiser ou comment écrire les pipelines, parce que les pipelines, elles ne sont pas standards. Et elles sont toujours par rapport à ce qui a été écrit, par rapport à ce qui a été développé. Donc, chaque code a besoin de sa pipeline. Ok, donc je résume. Python pour savoir programmer et Git pour savoir c'est quoi version control. Et ça, on peut même apprendre Git et Python en même temps. Docker et Kubernetes pour les containers. C'est ce que vous appelez aussi infrastructure ou Non, ça, si tu fais du DevOps par rapport à infrastructure, ça c'est les IAC, les Infrastructure as Code, ça c'est plus cloud engineering, mais si tu fais du DevOps au fait avec dans le domaine du cloud, c'est bien d'avoir ça aussi, c'est du Terraform, c'est ce qu'on va utiliser pour déployer des services sur Google Cloud, AWS ou Azure. On ne part pas, on choisit les services, c'est plus facile d'utiliser du Terraform, comme ça, c'est automatisé, comme ça, tout est... Linux aussi, Linux est une grande partie du DevOps aussi, Linux, le bash, le scripting. Linux est très important. Ok, Linux, Docker et Kubernetes. Je connais Docker, mais Kubernetes, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, je n'ai jamais travaillé avec. Et tu as parlé de Terraform, c'est quoi Terraform? Terraform, c'est un langage de programmation d'infrastructure. Ok. Ensuite, tu as parlé de Jenkins et de Grafana. Jenkins, c'est pour l'automatisation. Jenkins et Ansible, c'est des tools qui te permettent de créer des pipelines, qui te permettent d'automatiser voilà, ce que tu as créé, que ce soit deployment test deployment test and production. Tu vois, le concept de CI/CD. Maintenant, Grafana et Prometheus, c'est pour le monitoring. Pour le monitoring, ok. Je vais mettre les liens dans la description du podcast pour ceux qui veulent apprendre ces différents tools. Combien gagne un DevOps ingénieur, un cloud ingénieur? Puisque tout ça, bon, les gens apprennent tout ça, on apprend tout ça, c'est pas juste pour le plaisir d'apprendre, c'est pour faire to make money, en fin de compte. Combien gagne un cloud ingénieur ou bien un DevOps ingénieur? Je connais, par exemple, ouais, je pouvais parler de l'Allemagne parce que c'est là où je suis basée et je connais un peu les tranches de prix, mais l'Allemagne aussi, c'est très vaste. Tu sais que le salaire allemand, c'est par rapport aux régions. Donc, et l'apport que tu as est ton apport dans l'entreprise, puisque ça compte aussi. Oui, oui. Mais là, quand, par exemple, on est en train de commencer, généralement, ce que je vois dans la généralité, la tranche, elle est à partir de 40 000. Moi, je peux dire Durchschnitt
de 40 000 jusqu'à 50 000, parfois plus. Il y a des gens qui ont plus quand ils commencent, mais ça dépend aussi, tu vois, si tu as un bachelor, si tu as un master, si tu as déjà travaillé dans le IT, tu vois. Donc, 40 000, 50 jusqu'à 50 000, voilà, le schnitt, c'est la tranche, quoi. Maintenant, ça, c'est entry level. Maintenant, quand tu es établi, quand tu as déjà un peu d'expérience, tu peux monter de 50 à 60 000 ou plus. Ça va dépendre aussi de combien de projets tu travailles ou comment l'entreprise paye vraiment. Ou quel genre d'entreprise aussi. Parce que si tu es dans une start-up, tu ne vas pas être payé comme si tu es dans une moyenne entreprise ou si tu es dans une grande entreprise, tu vois. Et en fonction de la notoriété de l'entreprise, on te paye différemment. Maintenant, Cloud Engineer en Allemagne, tu peux gagner... disons, les seniors, ils peuvent gagner jusqu'à 80, 90 000. Les DevOps aussi peuvent gagner les seniors. Ok. Voilà. Les DevOps aussi, eux aussi, ils peuvent gagner jusqu'à 80 000, 95 000. Les États-Unis en plus, eux, ils partent plus dans les 5K, de 5K, mais voilà, c'est des métiers qui sont très bien payés quand même. Bon, je ne vais pas te laisser puisque, bon, généralement, la technologie dans le domaine de la tech, il n'y a que des hommes. Donc, je vais pas te laisser sans qu'on ne parle des femmes dans le domaine de la technologie. Tu es la seule femme dans votre équipe? Plus maintenant. Ça fait 4 ans que je travaille maintenant dans ce domaine-là et j'ai toujours été la seule femme. Maintenant, dans l'entreprise dans laquelle je suis, on est 4. Mais voilà, quand tu prends le ratio, c'est 4 ou 5 sur 200 personnes. Donc, c'est très petit. Que ce soit dans la diversité, que ce soit pour l'intégration des femmes, l'Allemagne, elle est vraiment très, très, très... C'est minime, quoi. Mais on dit que l'Allemagne, c'est le pays des femmes. Puisque... Oui, c'est le pays des femmes. Ils supportent, ils sont plus sensibles à la cause féminine, mais ça ne veut pas dire que les règles sociétaires qui sont en place en Allemagne ont changé. L'Allemagne, c'est un pays qui change très difficilement. Ouais. Donc, les règles allemandes, comment la société se comporte, ça n'a pas encore changé. Et jusqu'à présent, tu sais, c'est pas aussi par pays. On a aussi l'apport sociétal. Comment la femme elle est vue dans la société et voilà, parfois tu te dis ok, c'est bien, et aussi comment l'informatique est vue. J'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup, on marque quand on commence à parler de l'informatique, on parle justement simplement du domaine technique, on parle que des développeurs. Quand on parle de l'informatique, on a ce stéréotype là du mec dans son basement en train de... Mais même ça, il y a des femmes. Moi, oui, même ça, il y a des femmes. Il y a une femme qui c'est de ça on parle, quoi, tu vois. Il y a un stéréotype aussi qui est attaché à notre fonction, qui fait que elle est vue comme voilà, très masculine, ou bien tu portes des hoodies tout le temps, tu vois. C'est des trucs que j'aime pas trop, parce que à la fin, en fait, c'est juste des stéréotypes. Ton boulot ne peut pas le boulot, c'est pas par rapport à je sais pas, c'est pas une nature, c'est quelque chose que tu utilises pour vivre. Donc, être une femme dans l'IT, c'est travailler avec beaucoup de gars. Malheureusement en Allemagne, moi, à chaque fois quand je parle à HR ou je parle au manager, je dis pourquoi on ne prend pas une femme, ils me sortent toujours la même excuse. Ils me disent que oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui se bewerben. Et c'est une vérité. Qui s'intéresse aussi peut-être au domaine, puisque quand je prends l'université, on était par exemple, tu vas prendre, disons par exemple, dans un groupe de 60, tu ne vas pas avoir plus de 5, 6, 7 femmes. Mais je pense que les femmes ne s'intéressent pas trop au domaine, quoi. Je sais pas, je ne pense pas que c'est un truc d'intérêt. Je pense que c'est comment le domaine, comment on le perçoit, quoi, tu vois. Moi j'ai que des nièces, au fait. J'ai 4 nièces, juste des filles. Et chaque fois qu'on parle, chaque fois que je leur dis, vous voulez être quoi? Tu vois, elles me sortent toujours des métiers. Maintenant, quand elles ont, par exemple, elles ont la matière informatique parce qu'elles sont à l'école. Et chaque fois, elles me disent, mais non, c'est difficile et tout. Mais je dis, non, c'est pas difficile, c'est logique, c'est des maths. Mais elles aiment les maths, tu vois, elles adorent les maths. Mais maintenant, c'est parce qu'on ne fait pas, on ne la rend pas schmackhaft. Je sais pas comment dire ça, tu vois. On ne fait pas vraiment cette intégration-là, tu vois.
quand tu penses à l'IT s'intègre beaucoup à la vie normalement. Quand tu es tu es développeur, parfois tu prends ton inspiration, vraiment tu regardes à la vie ce dont les gens ont besoin, tu transformes ça en un produit digital. Maintenant, les gens aiment utiliser l'informatique, mais ils ne se renseignent pas comment. Par exemple, moi, dans mon université, il y avait beaucoup de femmes. Moi, dans ma filière, il y avait beaucoup de femmes. J'ai toujours eu, par exemple, mon groupe de filles avec lesquelles on faisait le devoir et tout. Aujourd'hui, elles sont aussi en train de travailler dans différents domaines, mais elles sont seules là-bas, tu vois. Les gens me disent toujours, oui, les femmes ne se préparent pas. Mais moi, j'ai eu des boulots là où j'ai vraiment demandé c'était quoi le problème. Ils m'ont dit que oui, c'est parce que j'ai eu un manager qui m'a vraiment dit que si on engage une autre femme ici, vous deux, vous n'allez pas vous entendre. Mais je lui dis, mais ça va pas, non? C'est quoi ces conneries-là? Franchement, c'est en Allemagne. Je dis, pourquoi? Je dis, tu penses que quand on va s'asseoir ici, on va commencer à se crêper le chignon, on va commencer à danser du kumbaya? Je dis, non, 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 on va s'entendre. Je dis, la manière dont nous deux, on s'entend, c'est comme ça, on va s'entendre. Parce que moi, quand je pars dans une entreprise et que je vois que dans le groupe dans lequel je vais travailler, il y a déjà une femme, je me sens confortable, tu vois. Je sens que vraiment, il y a la place de la femme parce que la manière dont les hommes travaillent et les femmes travaillent, c'est différent. Tu vois, parfois, ils ont des trucs, des désobéissances. Parfois, ils ont des remarques, vraiment, c'est déplacé et tout. Et aussi, quand tu es une femme dans le IT, les gens, ils te regardent d'abord, ils te demandent de te répéter plusieurs fois, tu vois. Tu ne strales pas confiance. Déjà, quand tu es devant un client, il voit que tu es une femme et que tu es ingénieur et que c'est toi qui vas lui dire comment faire son infrastructure. Tu vois, il y a toujours ce moment-là où ils vont hésiter et d'abord ils vont te regarder. Parce que moi, la plupart des trucs clients là où je vais, il n'y a que des hommes qui sont assis là-bas, malheureusement aussi. Dans ces entreprises-là, les responsables des IT, les responsables, ceux qui font... Il n'y a que des hommes. Le système ingénieur, il n'y a que des hommes, tu vois. Et moi, en tant que femme, quand je rentre là-bas, surtout en tant que femme noire, ils me regardent, ils me disent, ah, ok, comme Norieman, tu vois. Je déteste la question là, tu vois. Ils me disent, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, tu vois. Et déjà, tu dis non, il y en a pas, c'est toi seul. Et puis, quand aussi tu es dans un grand groupe comme ça, il n'y a que des mecs, c'est intimidant, Tu peux pas, tu t'essayes... tu commences à parler, mais parfois c'est très, 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 très intimidant. Ouais, je sais, je comprends. Et je ne sais pas pourquoi les femmes ne viennent pas. Il y a certaines qui me disent que peut-être que c'est parce que c'est pas un métier qui s'allie bien avec le fait qu'on veut commencer la famille et tout. Mais moi, je peux argumenter que l'informatique, ça s'allie vraiment bien avec ça. Aujourd'hui, c'est l'un des métiers là où que tu peux faire de la maison, que tu peux travailler pour toi-même, parce que quand tu as un truc à délivrer, on ne te dit pas quand est-ce que tu dois travailler là-dessus. Si tu n'es pas assis dans un bureau là où tu travailles avec quelqu'un, pair programming ou autre, tu dois délivrer, tu as une deadline, tu délivres à ce temps-là. Et donc, si tu as ta famille, ma collègue, elle a 2 enfants, si tu as ta famille et tout, après le matin, les meetings là et tout, mais tu vas à tes occupations, tu pars chercher ton enfant, tu reviens et tout. C'est un boulot qui offre plein de flexibilité actuellement et tu n'as pas besoin de programmer simplement. Tu vois? Donc, j'ai l'impression que la communication là-dessus, elle n'est pas bien. On ne communique pas dès le bas âge aux filles ou à l'école. Il y a ces possibilités-là maintenant dans le IT, ça a changé, ce n'est plus un monde si technique que ça. Et c'est quelque chose que je déplore. IT déjà, c'est vaste, puisque c'est Information Technology. C'est vaste. Et donc, il y a tout dedans. Chacun peut trouver son truc dedans. Et donc, nous arrivons à la fin du podcast. Mais bon, je vais te donner la parole avant qu'on ne clôture. Si tu as un appel à faire, un appel à lancer aux femmes pour que beaucoup plus de femmes s'intéressent au domaine de la tech, ça serait quelque chose de très cool. Moi, je défends votre cause et voilà. La parole est à toi. On a besoin, tu vois. On a besoin que les hommes aussi disent aux femmes, ouais, tu vois, vas-y, c'est intéressant, tu vois. Et moi, je l'appelle, en gros, appelle aux femmes, à toute femme de venir, de s'y intéresser.
c'est un métier qui est plus logique que technique. Et même si tu dois programmer, mais ça ne veut pas dire que les 8 heures du temps tous les jours, tu programmes. C'est un métier qui offre plein de flexibilité. C'est un métier dans lequel aussi tu peux allier famille et trucs. Je ne vais pas encore dessiner ça comme si, voilà, tout était rose, pompon et tout. Comme tout métier, il y a des défis à relever, il y a des difficultés. Et jusqu'à ce qu'on soit beaucoup de femmes dedans, on va se sentir seul. Il y aura toujours ça, se sentir seul dans un groupe, il y a plein de mecs, ou bien tu vas toujours avoir des commentaires, ou bien tu vas toujours avoir des gens qui vont te regarder comme s'ils se disent qu'est-ce que tu fais là, on n'a pas confiance et tout, ou bien qui vont questionner ton jugement. Ça, il y en a, ok, mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui est fait pour les femmes. Et j'aimerais bien beaucoup voir plus de femmes. Et encore plus, moi, je me dis que j'aimerais aussi voir plus d'Africains dedans. Nous sommes en Europe, on a beaucoup d'immigration et je sais que chacun, à peu près chaque ethnie, chaque race, je sais pas, je n'aime pas trop ce mot, mais chacun a à peu près sa petite place dans la sphère mondiale. Mais les Africains, je pense que l'informatique, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ça peut, prendre et s'ajuster parce que c'est quelque chose qui s'ouvre tous les jours. On a des innovations dedans. C'est un monde qui croît tous les jours et qui coûte des millions et des millions et des billions et des billions. En tant qu'informaticien, on gagne sa vie, on est respecté et c'est quelque chose aussi qui peut être bien en Afrique. L'Afrique, c'est une terre vierge et vraiment, si nous, les Africains, on s'approprie aussi ce domaine-là, on va faire des merveilles. Moi, je suis sûre. Non, c'est très bien. Là, je n'ai pas quelque chose à ajouter. C'est juste, je vais dire, concernant la cause noire ou bien le racisme, tout et tout. Moi, je parle généralement pas de racisme ou bien de... Je me dis que partout où tu es, même en Europe ici, tout ce qu'on fait, il faut juste essayer d'être compétent dans son domaine. Puisque généralement, si tu es compétent dans ton domaine, les blancs, ils vont pas, personne même ne va se foutre de toi. Et donc, il faut essayer d'être compétent dans son domaine et d'afficher sa tête partout, au fait. Puisque, au fait, le problème, quand on te voit ici en tant que noir, dans l'IT, le premier cliché, au fait, ce qui vient en tête, ah bon, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est cela. Et moi, je peux comprendre ça. Je prends pas ça comme du racisme parce que il n'y a pas eu de noir il y a peu de noirs dans l'IT. C'est comme si, par exemple, disons, on était en Afrique et que on a un domaine. Disons, par exemple, nous les Africains en Afrique, comment je vais dire ça? Si on était à la place, par exemple, en Afrique, disons, si on était à la place des Blancs, on avait ce développement technologique, tout et tout, et tu vois là-bas un Blanc que tu n'as jamais vu dans le domaine de l'IT et tout, naturellement, tu vas un peu douter de ses compétences. Et donc, moi, ce que j'appelle, l'appel que je vais lancer, c'est venez dans le domaine, montrez vos têtes et montrez que vous êtes capable de quelque chose. Et c'est dans ça que les trucs vont changer. Par exemple, si tu vois aujourd'hui un Chinois, un Asiatique, ils ne sont pas nombreux, mais bon, quand tu vois un Asiatique dans une entreprise tech, tu ne vas pas te demander s'il est compétent ou pas. C'est parce qu'ils ont montré leurs preuves. Parce qu'ils sont connus. Ils sont connus, ils ont montré qu'ils sont capables. Et donc, c'est à nous aussi, je pense, de montrer qu'on est capable et de ne pas quémander le respect. Le respect se mérite. Tu as raison. Et je vais rajouter juste un truc là-bas sur ce que tu as dit, je vais rebondir un peu. C'est vrai, le fait de s'afficher et de ne pas se mettre la tête en bas et se dire que oui, je suis une minorité et je vais continuer comme ça. Et c'est très bien parce que avant je le faisais, mais depuis, voilà, maintenant que je suis établie dans mon domaine, chaque fois quand je rentre dans une salle, quand je suis dans une conférence, je fais toujours un point d'honneur à poser une question, 5 questions, quel que soit, je fais toujours un point d'honneur à être entendue parce que les gens vont remarquer que tu es là. Mais quand tu es juste assise, tu ne dis rien, tu n'interviens pas. Parfois, on se dit que peut-être tu es la secrétaire du recteur ou un truc comme ça parce que tu es là juste en tant que la seule femme, tu vois. Mais je fais un point d'honneur à demander des questions, à vraiment faire savoir que oui, je suis l'ingénieur aussi et que oui, je suis noire et oui, je travaille dans ce domaine-là. Et c'est très bien parce que ça donne de la visibilité, les gens te remarquent et aussi certaines, voilà, comme ça, les gens qui te ressemblent peuvent aussi venir dans le domaine. C'est vrai. Ouais. C'est bien. Et surtout, il faut aller à l'université. Il y a beaucoup de Noirs qui sont nés en Europe et ils ne font que des formations professionnelles. Bon, je ne sais pas, au fait, quelle est
le problème en Europe ici, puisque je ne suis pas né ici, mais bon, j'encourage les gens à aller à l'université, puisque quand tu es à l'université, tu ne vas pas savoir, tu vas pas savoir qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont nés ici. C'est quand tu pars dans les différents lieux hors de l'université que tu vas voir qu'il y a beaucoup. Et je pense que ce serait une bonne chose si les gens s'intéressent à l'université aussi. Ouais, l'université c'est bien, l'université c'est bien. Moi j'ai aimé mon temps à l'université et je continue toujours à étudier. Euh, mais c'est aussi en Allemagne, c'est difficile parce que en Allemagne, la formation, elle est vielseitig. Il y a des gens avec lesquels je travaille, des blancs qui ne sont jamais allés à l'université. Et c'est aussi, ils ont une formation alternative qui peut t'aider à avoir le boulot que tu veux sans pour autant passer par l'université. Peut-être c'est pour cela aussi. Mais c'est quelque chose, moi, je vais toujours dire aux gens d'aller à l'université. Je vais toujours, si on me demande demain, université ou Ausbildung, je vais toujours choisir l'université. Parce que je sais que même si tu étudies plein de trucs là-bas que tu ne vas pas utiliser parfois, mais l'université t'apprend quelque chose d'autre. L'université t'apprend le fait de commencer un projet et de le finir. L'université, elle est dure, surtout en Allemagne ici pour les étrangers. La résilience, ça t'apprend. Logique denken, ça t'apprend. Ou à t'intéresser à des trucs qui ne vont pas te servir, mais que tu sais que tu as des matières, tu as des points dedans, tu les fais jusqu'au bout. Voilà. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre partout et c'est quelque chose aussi qui peut te builder pour plus tard. Ça t'apprend à penser logiquement. Bon, vraiment, merci. Et on clôture maintenant. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On se reprend.